Quand pour la première fois, un natif de nos climats tempérés débarque sous les tropiques, il éprouve une émotion pareille à ce que dut ressentir le premier homme lorsque celui-ci fut placé dans l'Éden. Les arbres et les plantes lui sont inconnus. Les oiseaux, les insectes, les quadrupèdes ont des formes et des couleurs étranges. Il met le pied dans un nouveau monde. Ainsi parle le docteur David Livingstone au premier jour d'un de ses nombreux voyages d'exploration au cœur de l'Afrique. C'est alors le tournant du 19e siècle et cette Afrique fascine autant qu'elle effraie les Européens. Explorateurs et aventuriers se lancent à l'assaut de ce qu'ils appellent le continent des ténèbres. David Livingstone est resté comme le plus célèbre d'entre eux. En un peu plus d'un quart de siècle, il parcourt des dizaines de milliers de kilomètres à travers l'Afrique. Il traverse le continent d'est en ouest, découvre les plus grandes chutes du monde auxquelles il donne le nom de Victoria et explore un des grands fleuves mythiques de l'Afrique, le Zambèze. Sur les traces de David Livingstone, je vais remonter le fleuve Zambèze, de son embouchure sur les côtes du Mozambique jusqu'aux chutes Victoria à la frontière du Zimbabwe et de la Zambie. Tout commence ici, à Chinde, au Mozambique. C'est là que le Zambèze se jette dans l'océan Indien à travers son delta. C'est la fin du fleuve. Mais pour moi qui vais le remonter, c'est le début du voyage. Pour un départ, Chinde est déjà un bout du monde. Une petite ville échouée au bord d'une plage, tiraillée entre le fleuve et l'océan. Ici, on a des marais. Il y a des marais d'eau douce, parce que l'eau du fleuve est douce. Quand c'est de l'eau douce, il n'y a pas de coquillages. Mais si la mer apporte de l'eau salée, alors là, il y a beaucoup de coquillages. Et beaucoup de poissons aussi. Les poissons, c'est la seule richesse de Chinde. Est-ce qu'il y a des requins ici? Ils viennent quand c'est de l'eau salée. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas parce que c'est de l'eau douce. C'est pas dangereux du tout. Ça ne craint rien. C'est dangereux quand on est plus loin sur le fleuve, parce que là-bas, il y a des crocodiles. Là-bas, c'est vraiment le fleuve. C'est le Zambèze. Mais ici, on est très proche de l'océan. Il n'y a plus de crocodiles. En arrivant ici il y a 150 ans, David Livingstone a un rêve. Celui de prouver au monde que le Zambèze est navigable. Si Livingstone réussit, le Zambèze pourra alors servir de route pour les missionnaires et les marchands de toutes sortes. Sur la plage de Chinde, je retrouve le rêve de Livingstone qui rouille au soleil. Des dizaines d'épaves qui confirment l'intuition de l'explorateur. Le Zambèze était bien navigable. Mais aujourd'hui, dans le port de Chinde, les barcasses en bois ont remplacé les cargos et les rêves de prospérité se sont envolés. Aujourd'hui, plus personne ne construit des bateaux. Il y a très longtemps, on faisait de vrais bateaux ici. C'était il y a longtemps. Il n'en reste plus qu'un qui n'est même plus là. Mais pour tous les autres, c'est fini. Ils se sont tous abîmés. Il y en avait 39. 39. Non, 32. Et il n'en reste plus qu'un. Les bateaux de Chinde transportaient le sucre de canne produit dans le delta du Zambèze. Mais aujourd'hui, les camions ont supplanté les bateaux et Chinde n'a plus beaucoup de raison d'être. C'est un destin de ville fantôme qui l'attend, à moins qu'un jour, les navires ne reviennent sur le fleuve.
Le lendemain matin, je profite d'un bateau officiel pour quitter la ville, avec pour objectif Maromeu, qui marque l'entrée du delta, puis Tête, la grande ville du Nord. C'est la saison des pluies et toutes les routes du delta sont coupées. Les habitants n'ont d'autre choix que d'utiliser les rafiaux du Zambèze. De grandes barques en bois, propulsées par un moteur chinois et sur lesquelles il faut se protéger du soleil des tropiques. Ceux-là mettront une quinzaine d'heures pour rejoindre Maromeu. Un voyage en forme d'odyssée. Nous ici, on a tous les risques. Les animaux, les vagues. Quand il y a un accident, il y a les animaux qui s'approchent. Dans l'après-midi, il peut y avoir beaucoup de vent. Le vent se lève et il y a des vagues sur le fleuve. Et alors là, les barques ont du mal à passer sur les vagues. C'est pour ça qu'on préfère voyager le matin. Tous les bateaux s'arrêtent à Maromeu. À partir de là, il faut continuer en voiture. En quittant la ville, la carcasse d'un avion soviétique témoigne encore de la guerre civile des années 80. Plus loin, un panneau me souhaite un bon voyage en portugais, la langue du colonisateur. Quand Livingstone remonte le Zambèze, les missionnaires portugais étaient déjà là depuis 3 siècles. Il les rencontre à Chupanga, à une centaine de kilomètres de l'océan. La mission existe toujours, avec son église et son cimetière. Dans le cimetière de Chupanga, je retrouve la tombe de Mary Livingstone, la femme de l'explorateur. Voilà, elle est là, Mary Livingstone. Moi, je ne connais pas son histoire. Je ne suis pas d'ici. Je suis venue pour travailler avec les curés. Mais quand les curés ne sont pas là et que des gens viennent, alors c'est moi qui les emmène ici. Je leur montre où est Mary Livingstone. Et c'est ici. Il y a des blancs tous les mois. Et tous les blancs viennent pour visiter Mary Livingstone. Des fois, ils me donnent un petit quelque chose. Mais ce n'est pas obligatoire. Ils donnent ce qu'ils veulent. C'est eux qui voient. Mary Livingstone est morte de la fièvre du Zambèze. Le paludisme sans doute, qui continue aujourd'hui de faire des ravages dans la vallée du fleuve. Des ravages accentués à la saison des pluies, quand l'eau s'infiltre partout et que les moustiques pullulent. Les champs se transforment alors en marécages et la plupart des pistes sont impraticables. Pourtant, la vallée du Zambèze est une des zones les plus peuplées du Mozambique. Partout sur la route, quand les gens ne marchent pas vers le fleuve, c'est souvent qu'ils en reviennent. Le fleuve, c'est bon pour nous, surtout pour les pêcheurs. Mais le fleuve est bon pour moi aussi, parce que je viens chercher l'eau ici, pour l'emmener à la maison. Comme tous les soirs, le ciel se fait menaçant. Mais sur la berge, tout le monde a déjà compris que l'orage resterait accroché aux montagnes. Alors, les femmes prennent le temps d'attendre le retour des pêcheurs. La pêche était bonne aujourd'hui? Oui, oui, elle est bonne. Vous avez pris beaucoup de poissons? Oui, j'en ai pris pas mal. Ce poisson, on l'appelle maracana. Tsimbo, poisson tchenka, poisson tieni.
Combien vous les vendez? C'est un demi-euro chaque tas. Mais ça dépend parce que le grand c'est 1 euro. Chacun? Chaque poisson, ça pèse plus de 2 kilos. Vous allez tout vendre? Oui, tout. Tous les gens qui sont là sont restés pour les acheter. Je remonte vers le nord par la piste qui longe le Zambèze. La ville de Tete est à plusieurs centaines de kilomètres et la route est incertaine. Je n'ai pas croisé un seul véhicule depuis des heures. Aucune voiture ne semble s'aventurer sur les routes de la région, où tout le monde se déplace à vélo. Ce vélo-là que j'ai avec moi, c'est bien pratique. Et puis je l'ai arrangé à ma manière. J'ai toujours ma clé avec moi. Quand je tombe en panne, je fais comme ça, je tape un peu et c'est bon. Là en bas, si ça se casse, j'ai pas d'argent pour acheter une nouvelle pièce. Alors on répare comme on peut. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, je comprends pourquoi j'étais seul sur la route. Le pont de la rivière a été emporté depuis des lustres et l'orage de la veille a fait monter l'eau. Vélo, moto, piétons, tout le monde passe. Je dois me rendre à l'évidence. Les vieux vélos mozambicains ont eu raison de ma voiture. Les voitures, elles passent pas. Mais la moto, oui. Et puis je peux toujours la mettre dans une pirogue. Comme si c'était un bac. Ah, elle pourrait passer. C'est un 4x4, non? Elle pourrait peut-être passer, mais cette rivière, c'est rien. Plus loin, il y a une rivière bien plus grande. Oui, c'est plus grand. Et là, vous passerez pas. D'habitude, ça passe. Mais si ça monte trop, c'est fini. Plus personne ne peut passer. Personne. De janvier à février, il n'y a aucun moyen de passer. Rien du tout. Et en plus, ça grouille de crocodiles. Ils se mettent à l'eau, là. Il y a bien une voiture qui est passée là. Oui, ils sont passés, eux. Continuer est un pari risqué. Je fais demi-tour pour retrouver le goudron. David Livingstone perdait aussi un temps considérable pour trouver des passages à gué. Avec la voiture, il faut trouver une nouvelle route et le détour est encore plus long. Près de 400 km cette fois-ci pour contourner les rivières en crue. Depuis toujours, Tete est une ville carrefour. Ici, les marchands arabes ont croisé les premiers aventuriers portugais bien avant l'arrivée de Livingstone. Aujourd'hui, Tete est un passage obligé pour qui veut franchir le Zambèze. Au sud du pont, il y a l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Au nord, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie et même le Congo. Les camions qui roulent entre ces pays passent tous par le pont de Tete. Tous, sauf quelques-uns, qui continuent de prendre le bac, pourtant payant et a priori plus lent.
Moi, j'utilise le ferry parce que c'est plus rapide que le pont. Pour le pont, il faut faire la queue. Parfois, ça peut prendre 3 jours avant de pouvoir traverser. C'est pour ça que je prends le ferry. Ah, c'est vraiment joli, oui. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis jamais allé sur un bateau avant. Il a fallu que je travaille sur cette route pour monter pour la première fois sur un bateau. Je quitte Tete pour rejoindre le lac de Cahora Bassa, qui s'étend jusqu'aux frontières du Zimbabwe et de la Zambie. Ici, pas de piste défoncée, mais un long ruban de bitume qui rejoint l'unique barrage du Mozambique. Le barrage de Cahora Bassa a été construit sur le Zambèze par les Portugais. La guerre d'indépendance et la guerre civile qui lui succède perturbent son fonctionnement jusqu'aux accords de paix de 1992. Aujourd'hui, il fournit toute l'électricité du Mozambique et alimente Johannesburg en Afrique du Sud. Mais surtout, il est la fierté de tout un peuple. Ça nous apporte beaucoup de travail. Et ça permet le développement de l'agriculture et aussi des technologies. Il y a des endroits où l'agriculture se développe beaucoup. Et c'est grâce à l'utilisation de pompes électriques. C'est un avantage d'avoir de l'électricité. C'est une bonne chose pour l'agriculture et ça nous permettra d'en finir avec le problème de la faim. C'est très important pour nous. Avec sa barge, James travaille dans la gorge de la Quebraska, en partie noyée par le lac du barrage. Les rapides de Quebraska furent l'obsession de David Livingstone. Il les décrit comme quasiment infranchissables, mais essaye pourtant de les traverser avec ses canots. L'un d'entre eux se brise sur les rochers et David Livingstone frôle la mort. Ce jour-là, les gorges de la Quebraska anéantissent ses espoirs de ligne commerciale sur le Zambèze. Avec ce bateau, j'emmène des gens qui souhaitent venir voir le barrage ou des gens qui veulent aller dans les gorges. Actuellement, je suis en pleine discussion avec ma famille qui vit encore à Maputo, la capitale. Là-bas, c'est pas facile, on dort pas bien. Alors que maintenant, le pays est ouvert. Et il est plein de richesses. Alors je leur dis qu'il faut venir là. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Et c'est possible de venir. Merci beaucoup à vous d'être venus. Et j'invite tous mes frères à venir nous visiter, qu'ils viennent de France, d'Amérique ou d'autres endroits. L'enthousiasme de James balaye mes derniers a priori sur le Mozambique. J'avais l'image d'un pays ravagé par les guerres, miné, exsangue. Mais ici, la fée électrique a changé la vie des gens. Et sur la colline qui domine la petite ville de Songo, à quelques kilomètres du barrage, une bonne étoile veille sur les habitants. Le barrage a donné naissance à un lac de 300 km de long, isolé au milieu des montagnes. C'est un des plus grands lacs artificiels du monde. En 1975, Pedro était un enfant et il vivait au bord du Zambèze. En quelques mois, il a vu les eaux monter et submerger son village. Ici, à Chicoa, il y avait le fleuve. C'était étroit et les gens habitaient au bord, dans l'ancien Chicoa. Il y avait des gens qui habitaient de chaque côté de l'eau. Et donc, il fallait traverser en pirogue pour aller d'un côté à l'autre. On allait facilement d'une partie à l'autre, mais maintenant c'est tellement loin. C'est beaucoup plus difficile d'aller visiter nos familles. Vraiment difficile. Maintenant c'est grand comme la mer. Si on traverse et qu'on se fait prendre par le mauvais temps, on peut y rester et mourir. Oui, maintenant c'est comme ça.
Pedro me raconte encore qu'avant le barrage, les gens d'ici étaient tous des agriculteurs. Seuls les Blancs avaient alors le privilège de pêcher. Mais en montant, les eaux du lac ont noyé la plaine fertile du Zambèze et les agriculteurs ont perdu leurs champs. La plupart sont alors devenus pêcheurs. Tous les poissons pêchés dans le lac de Cahora-Bassa convergent vers la petite ville de Zumbo, tout au fond du lac, là où se rejoignent les frontières du Mozambique, de la Zambie et du Zimbabwe. Les poissons y arrivent séchés et soigneusement emballés dans de grandes meules en paille. On est des hommes, nous. Allez, on va charger ça. Ah, ça peut bien faire dans les 300 kilos. On y va ensemble. Encore un, il faut être 5. Bah oui, 5 personnes. Bon allez, on le charge. On y va. Toi, tu rentres dedans. Ça, c'est un bateau du Mozambique. Il ne peut pas aller en Zambie. Alors les bateaux zambiens viennent prendre les paquets ici pour les emmener en Zambie. Attention là. Mettez-le sur le côté. Chaque paquet contient plusieurs centaines de poissons séchés, vendus environ 1,50 € pièce. Une fois chargés, les bateaux quittent Zumbo pour rentrer en Zambie, quelques kilomètres plus loin sur le Zambèze. C'est avec l'un d'eux que je franchis la frontière. Les gens ici, ils parlent beaucoup de langues, beaucoup de dialectes. Le Masinga, Chikunda, Masena, Manyungwe, Mawemba, le Swahili. Toutes ces langues se retrouvent ici. Mais pour que tout le monde se comprenne, il faut utiliser le portugais. Ici, dans le district de Zumbo, comme partout ailleurs, au Mozambique, tu es obligé de parler le portugais. Mais en face, c'est la Zambie. Dès la frontière, il faut utiliser la langue internationale, c'est-à-dire l'anglais. Voilà comment on communique. Sur ma gauche, la rive du Zimbabwe est toute proche. C'est le 3e pays riverain du Zambèze dans la région. Mais depuis plusieurs années, le Zimbabwe est au bord du gouffre. Pour moi, le mieux, c'est au Mozambique. Ici, à Zumbo. Au Zimbabwe, la monnaie s'est écroulée. On ne peut pas bien vivre là-bas. Les gens du Zimbabwe se réfugient en Zambie. Et d'autres sont venus aussi au Mozambique. Parce qu'ils vivent mieux ici que chez eux. Ces deux pays accueillent les gens qui viennent du Zimbabwe. Et surtout ici, à la frontière. Côté zambien, le village s'appelle Langwa. C'est le nom de la rivière qui se jette dans le Zambèze à cet endroit-là. À Langwa, je trouve pour la première fois depuis le début du voyage une boutique remplie d'objets made in China. Ici, à Langwa, j'ai l'impression que les gens ne dorment jamais, à cause du business du poisson. Il y a des pêcheurs qui passent leur vie sur la rivière à pêcher, et il y a les marchands qui se battent pour acheter. Donc, ils y passent beaucoup de temps. À toute heure, tu trouves des gens en mouvement. Et la plupart des magasins ouvrent à partir de 5 ou 6 heures du matin.
Cette année, les pluies se passent bien. Il y a moins d'inondations. Le business est meilleur que l'année dernière. L'année dernière, on a eu de très grosses inondations. La route peut être complètement inondée. Parfois, c'est juste quelques jours, mais ça peut durer 2 ou 3 semaines après une grosse semaine de pluie. En attendant la fin de la pluie, je retrouve la trace de David Livingstone chez un des commerçants du marché. Ici, l'explorateur a laissé le souvenir d'un homme de conviction engagé contre la traite des esclaves. Le docteur Livingstone a ouvert les routes et il nous a aidés en luttant contre l'esclavage. Parce que cette ville était connue sous le nom de Feira. Feira en portugais veut dire le marché. Mais pas un marché pour la nourriture ou pour d'autres choses qu'on utilise. C'était un marché pour l'ivoire et en même temps pour les humains. On était achetés et emmenés loin d'ici comme esclaves. Ici, c'était le centre de la traite des esclaves. C'était une place extrêmement active pour la traite. À propos du docteur Livingstone, on connaît très bien son histoire. On l'a étudié et on l'apprécie. Un enfant qui éclate de rire après la pluie, une robe au bord de l'eau, le portable à la main, il y a des détails qui ne trompent pas. À Longwa comme à Zumbo, j'ai l'impression que les choses ont bien tourné. Il y a 150 ans, David Livingstone disait déjà de ce village qu'il s'agissait de l'endroit le plus charmant du pays et que sa situation était admirable pour s'enrichir. À partir de Longwa, le Zambèze devient frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. C'est là que commence le territoire de 2 parcs nationaux parmi les plus sauvages d'Afrique. Le parc de Manapool, sur la rive zimbabwéenne, et le Lower Zambezi National Park, côté zambien. 2 parcs totalement inaccessibles aux voitures pendant la saison des pluies. La seule solution pour les traverser, c'est donc de continuer en bateau et surtout d'avoir un bon guide. On avance le long de la rive zimbabwéenne pour remonter la rivière. Mais après, on ira sur la droite du côté zambien. Parce qu'on n'est pas autorisé à débarquer côté Zimbabwe. On est à quelques kilomètres de l'entrée du parc de Manapool, mais à ce moment-là, on ira du côté zambien. Dixon est né dans un village de la région. Il a eu la chance d'aller à l'école et de pouvoir ainsi passer son diplôme de guide. C'est avec lui que je rentre dans le parc. Kilomètre après kilomètre, la présence humaine s'efface pour laisser la place à une nature intacte. Sur le Zambèze, le bateau se fraye un passage entre les troupeaux d'hippopotames. On voit les hippopotames, mais on ne doit pas trop s'approcher. Si on s'avance trop près d'eux, c'est dangereux. Si on va vraiment là-bas, ils peuvent s'attaquer au bateau et le renverser. Donc il faut qu'on garde assez de distance entre nous pour qu'ils sentent qu'on les respecte. Ils vivent aussi bien en eau profonde qu'au bord. Mais pour ne pas être dérangés, ils vont en eau profonde pour dormir. Ils laissent leur tête hors de l'eau, mais tout le reste du corps est sous l'eau. Et ils peuvent vite plonger pour se cacher. Les hippopotames mangent la nuit, c'est là qu'ils sortent de l'eau. La nuit, ils sont dans l'eau, exactement comme maintenant. Mais ils sortent régulièrement, peut-être 10 ou 15 fois pour aller manger l'herbe.
Ils regardent régulièrement le bateau pour voir si on ne bouge pas. Pour eux, on n'est pas censé être là et ils se sentent dérangés. Ils savent très bien qu'il y a une présence humaine. Regardez là-bas, il y a des buffles sur cette île. Ils ont sûrement traversé depuis la rive jusqu'à l'île parce que parfois ils sont chassés par les lions et donc ils se réfugient sur une île. Ils peuvent facilement passer de cette île au Zimbabwe, du Zimbabwe à l'île et retourner sur cette rive. Et en ce moment, ils sont en sécurité. Les buffles sont sur leur garde. Ils sentent l'orage qui arrive et notre présence sur l'île est un sujet d'inquiétude supplémentaire. Avec l'hippopotame, le buffle est l'animal le plus dangereux d'Afrique. Un mouvement brusque de notre part peut provoquer la charge du troupeau. Si tu vois des buffles comme ça, tu dois t'arrêter tout de suite et leur laisser tout l'espace. Pas un espace pour toi, mais un espace pour eux. Et si tu as un arbre, tu montes dedans et tu attends qu'il passe avant d'en descendre. Le Lower Zambezi National Park est ouvert au public pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, aucun visiteur n'est censé venir déranger les troupeaux d'animaux. Seuls les gardes vivent alors à l'intérieur du parc. Dans le parc ici, les espèces les plus répandues, c'est les éléphants, les buffles et les impalas. La chasse est interdite. Quand on est en patrouille comme ça, on vérifie d'abord que tout aille bien pour les animaux dans la zone et que rien ne les perturbe. Parfois, il y a des gens qui viennent illégalement pour faire du braconnage et qui s'en prennent aux animaux. Certains viennent pour les petits animaux comme les impalas. Très souvent, quand ils tuent des petits animaux, c'est pour leur consommation personnelle. Certains viennent pour l'ivoire et d'autres pour la viande. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Des impalas. Le Zambèze passe juste là. Au bord du Zambèze, comme partout ailleurs en Afrique, la cible privilégiée des braconniers, c'est l'éléphant. Depuis toujours, l'ivoire de ses défenses fascine les hommes. Aujourd'hui, des chasseurs venus des quatre coins du monde sont prêts à dépenser une fortune pour s'offrir un éléphant. Alors, les gardes du Lower Zambezi scrutent le fleuve, mais leurs vieilles kalachnikovs ne peuvent pas être partout. David Livingstone voyageait surtout à pied, armé d'un fusil et accompagné de quelques dizaines d'hommes. Quand il longe le Zambèze sur le territoire du parc actuel, il est sidéré par la multitude d'animaux et parle même de la vallée des éléphants. Plus que tout, le récit de ses rencontres avec les lions et les éléphants
a forgé sa légende. Aujourd'hui, le Lower Zambezi est un des derniers sanctuaires pour l'éléphant d'Afrique. J'ai l'impression qu'il va traverser, parce que je crois qu'il y en a déjà de l'autre côté. Il va sûrement traverser. C'est pas facile de savoir combien il y a d'éléphants, parce que c'est très dur de les compter des deux côtés, parce qu'ils traversent tout le temps. On peut compter le même au Zimbabwe et de ce côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la saison sèche, on en voit plein. Des fois, on peut en voir 50, parfois même une centaine en plein milieu du parc. Qu'est-ce qu'il attend? Il était en train de boire. Mais là, ça y est, il y va. Vous avez vu l'éléphant qui traverse dans l'eau? Il se laisse couler, mais en gardant les oreilles et la tête hors de l'eau. Il peut rester manger pendant 8 heures et ensuite rentrer dans la rivière et nager pour aller de l'autre côté et retrouver son groupe. Si le groupe est déjà de l'autre côté, il y aura des bouses. Il peut être à plusieurs centaines de mètres ou à quelques kilomètres. Mais il se retrouvera en suivant les bouses du groupe de l'autre côté. En fait, cet éléphant traverse pour suivre et retrouver son groupe. Dans cette partie de la vallée du Zambèze, les éléphants se comptent par milliers. Comme les hippopotames ou les lions, ils ne connaissent pas les frontières des États, pas plus que celles du parc. Les communautés installées en bordure du Lower Zambezi sont ainsi directement confrontées à ces animaux. Leurs champs sont régulièrement piétinés par les éléphants et les hippopotames qui y trouvent une nourriture abondante et proche de l'eau. Vous pouvez voir les traces là. C'est le chemin où les éléphants passent. Il y a une trace là, une autre là-bas. Ça, c'est un pied arrière. Pour ces villageois qui vivent là depuis toujours, les règles du jeu avec les animaux ont changé. Les grands fauves et les éléphants sont désormais protégés et ils n'hésitent plus à pénétrer au cœur des villages. Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec les animaux ici dans le village? Comment vous faites avec eux? Elle dit que pour elle, le risque est pour les jeunes enfants, les garçons et les filles. Quand ils sont proches de la rivière, qu'ils boivent de l'eau ou qu'ils lavent les vêtements. Et quand ils nagent aussi. Ils doivent faire très attention, ils n'ont pas le droit de faire plus de 2 mètres dans la rivière. Ils doivent rester proches du bord pour être en sécurité. Quand ils entendent un éléphant qui fait du bruit à côté du village, ils doivent revenir vite à la maison et surtout ne pas se faire suivre pour le ramener à l'intérieur du village. Quand David Livingstone est passé ici, il a dit qu'il voudrait pouvoir photographier un tableau condamné à disparaître devant les armes à feu. Là aussi,
David Livingstone a bien failli avoir raison. Il reste aujourd'hui 500 000 éléphants en Afrique. Quand Livingstone voyageait sur le Zambèze, ils étaient 10 millions. Je reprends ma route en direction des chutes Victoria, à quelques centaines de kilomètres, de l'autre côté du lac Kariba. En 150 ans, les Européens ont profondément transformé la vallée du Zambèze. La construction des barrages a noyé des milliers de kilomètres carrés et les populations riveraines ont souvent dû bouleverser leur mode de vie. De nouvelles activités ont été importées, comme sur le lac Kariba, où des centaines de barges pêchent la nuit. Quand on pêche, on met la lumière dans l'eau et ça fait venir les poissons. Quand on allume, ça éclaire tout l'intérieur du filet et les poissons viennent pour manger. Et tant qu'il y a la lumière, ils restent dans le filet. La kapenta est un poisson très prisé dans toute l'Afrique australe. Un poisson introduit par les Blancs et très souvent pêché par les Blancs. Reynald possède 10 barges comme celle-ci. Un assez bon business qui attire de plus en plus de monde. Il y a beaucoup de marchés noirs. Et la nuit, il y a des bateaux qui viennent et qui achètent le poisson directement aux pêcheurs. Ils font ça au lieu d'acheter le poisson sur le marché du port. Vous savez, c'est la raison principale pour laquelle je viens sur les barges la nuit. C'est pour contrôler ce qui se passe et m'assurer que les pêcheurs ne vendent pas le poisson clandestinement à d'autres. Il n'y a pas de présence policière sur le lac la nuit. Alors on fait la police nous-mêmes. Reynald est d'origine anglaise. Ses parents furent parmi les premiers à s'installer au bord du lac Kariba. Ils ont construit la route pour venir, leur maison, des bateaux, et ont donné du travail à des dizaines d'employés qui se sont installés autour d'eux avec leur famille. C'était principalement un business de blancs avec des employés noirs de la région. Dans les dernières années, beaucoup de Zambiens noirs ont eu des aides financières pour qu'ils puissent lancer leurs propres entreprises. Et je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a davantage d'entreprises noires que blanches. Je suppose que c'est le cours des choses. Reynald sait bien que la marche de l'histoire est de moins en moins favorable aux anciens colons. Pourtant, la Zambie fait figure de bon élève dans la région. La plupart des religions y cohabitent et le pays a connu 4 présidents en 20 ans. Les prochaines élections sont pour bientôt et au bord de la route, on a ressorti les t-shirts du parti au pouvoir, le mouvement pour une démocratie multipartite. Mon t-shirt est pour notre ancien président Manawasa, le plus formidable et le plus marquant de nos présidents, le président Manawasa. Le président pour lequel on a le plus prié en Zambie. Il est juste et il est au-dessus du parti au pouvoir. Il a été choisi par son prédécesseur, le président Chiluba. Il a été appelé par lui. Et quand vous êtes appelé pour être président par un autre président, alors c'est bien que vous devez avoir ce qu'il faut dans la tête. Vous ne pouvez pas être appelé à être roi si vous n'avez pas les compétences pour l'être, si vous n'avez pas une tête bien faite. Et maintenant, le président actuel, c'est Rupia Banda. C'est notre nouveau président. Mais cette année, nous allons avoir des élections en 2011. Et le président Rupia Banda a lui aussi été appelé par son prédécesseur Manawasa. Vous ne faites pas une campagne pour devenir président. Vous êtes appelé à l'être. Ici comme ailleurs, la démocratie est sans doute perfectible.
Mais en attendant, la stabilité zambienne plaît beaucoup aux investisseurs étrangers qui achètent les terres et rénovent les routes. Au bout de la route, j'arrive enfin dans la ville qui porte le nom de David Livingstone. La ville en soi n'a rien d'extraordinaire, mais impossible de ne pas voir au loin les panaches de fumée qui s'élèvent dans le ciel. En 1855, quand Livingstone arrive dans la région, il se fait guider vers cette fumée. Il ne se doute alors pas qu'il va faire la découverte qui l'inscrira à jamais dans l'histoire. La découverte des grandes chutes du Zambèze. Après avoir parcouru plus de 2000 km depuis l'océan, me voilà face aux chutes Victoria, le but de mon voyage. Une faille de presque 2 km dans laquelle le fleuve se précipite en produisant un nuage de brume et un vacarme assourdissant. C'est Mosi Otunua, la fumée qui tonne en langue locale. Quand David Livingstone les découvre, il sait qu'il est le premier blanc à contempler ce spectacle et il renomme les chutes du nom de sa reine, Victoria. Aujourd'hui, la petite ville qui a grandi à proximité des chutes porte toujours le nom de Livingstone. Une exception en Afrique où la plupart des villes ont perdu leur nom européen aux indépendances. Le seul musée de la ville est bien sûr consacré à l'explorateur. Le docteur Livingstone est très important pour les gens de Livingstone aujourd'hui. Dans un sens, on peut dire qu'il a été le premier touriste ici, aux chutes. Après avoir divulgué cette nouvelle dans le monde, à travers ses livres, comme Le voyage d'un missionnaire et tous les autres qu'il a fait, alors beaucoup de gens ont commencé à venir pour visiter les chutes. Vraiment, Livingstone a sauvé cette ville qui dépend aujourd'hui du tourisme. Et c'est Livingstone qui a initié ça. Donc, on peut vraiment dire que Livingstone est très important pour l'économie de cette région. Explorateur, missionnaire, militant anti-esclavagiste, qui était vraiment David Livingstone? Et que peut-il bien représenter aujourd'hui pour les jeunes de ce pays qui continuent d'apprendre son histoire à l'école? Good morning, class. Good morning, Mrs. Mountain. How are you today? Fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. All right. Nous allons parler des missionnaires. Qui connaît des missionnaires qui, comme vous le savez, sont venus en Afrique dans le passé? Fabien? David Livingstone. David Livingstone. All right. Can somebody tell me where? Quelqu'un peut-il me dire d'où vient David Livingstone? D'où vient David Livingstone? France. Joel a dit que Livingstone vient de France. Harriet? Scotland. Livingstone venait d'Écosse. Scotland. All right. Quels étaient les buts de David Livingstone? Les buts de David Livingstone? Yes, Meta. Convertir les Africains au christianisme. Bien, convertir les Africains au christianisme. D'autres buts de Livingstone? Yes, Peggy. Ouvrir des routes pour les missionnaires et les marchands. Ouvrir des routes pour les missionnaires et les marchands. Pensez-vous que Livingstone soit un symbole du colonialisme en Afrique? Yes, Nkonde. Oui, il l'était, parce qu'il était un missionnaire et que l'activité des missionnaires était de faire des cartes et des rapports pour permettre l'installation des règles coloniales. Ok. Pour moi,
Le docteur David Livingstone a avant tout été un bon guide à travers ses récits, certes parfois un peu romancés. Sa citation la plus connue concerne bien sûr les chutes Victoria, dont il dit que jamais le regard des Européens ne les ont contemplées, mais que les anges doivent s'arrêter dans leur vol pour les admirer d'un œil ravi. C'est un peu grandiloquent, mais David Livingstone avait bien compris que les chutes ne se révéleraient totalement que vues du ciel. Un privilège qu'il n'a pas connu, lui qui meurt d'épuisement en 1873, à force de marcher au cœur de l'Afrique. Docteur David Livingstone, je vous dédie ce vol.